À Genève, au cœur de la diplomatie mondiale, le château d'Aïr, datant de 1427, abrite dans son enceinte une université privée, accréditée par la Confédération suisse et reconnue par la qualité de ses programmes et son ouverture internationale. La Suisse UMEF offre un environnement multiculturel unique où l'excellence académique se conjugue avec une forte dimension pratique et internationale. Elle propose des bachelors et des masters en business administration, relations internationales et intelligence artificielle, ainsi qu'un doctorat en administration des affaires. Dans ce deuxième volet de la guerre au Soudan, bonjour Hichem Lemissi. Bonjour. Bonjour Lorenzo. On a traité de l'aspect historico-politique la dernière fois. Aujourd'hui, j'aimerais venir sur une autre dimension de cette guerre, que sont les acteurs cachés, surtout depuis 2023, après le coup d'État des deux généraux. On sent qu'il y a des intérêts économiques derrière. Quels sont-ils et qui entretient, en quelque sorte, cette guerre? Alors Lorenzo, tout à fait, tu fais bien de l'évoquer, en faisant allusion à ces intérêts économiques et le fait qu'on ait des acteurs extérieurs au Soudan, ce qui est le cas, et ce qui est l'une des raisons de la persistance et de la continuation de ce conflit. Avant d'entrer, j'allais dire, vraiment dans le vif du sujet de l'acteur le plus important à travers un pays comme les Émirats arabes unis, je voudrais juste peut-être faire un topo régional et peut-être plus global de qui intervient ou quels sont les intérêts des uns et des autres sur ce conflit au Soudan, et en particulier les pays les plus impliqués. On a évidemment l'Égypte, tout d'abord, pour des raisons tout à fait compréhensibles et logiques. L'Égypte a une très grande frontière avec le Soudan. Il y a une proximité culturelle. Le nord du Soudan, le sud de l'Égypte, c'est le pays nubien, il y a une très grande proximité, il y a une histoire commune. Et donc déjà cette proximité, avec des millions de Soudanais qui vivent aussi en Égypte, c'est important de le rappeler, et surtout le fait que l'Égypte et le Soudan partagent les eaux du Nil. Et donc, pour l'Égypte, tout ce qui se déroule au Soudan est d'une importance cruciale. Déjà, le fait que le Soudan ait été séparé de sa part sud du Soudan avec la création du Sud-Soudan, ça a été un grand traumatisme pour l'Égypte, en ce sens où l'Égypte s'inquiète de son approvisionnement en eau, en fait, des eaux du Nil, dont elle est totalement dépendante. Parce que l'Égypte, c'est en gros un désert avec le Nil, pour faire simple. C'est ça un peu le miracle de l'Égypte. Et en plus, si l'on prend en considération le fait que l'Éthiopie a inauguré son très grand barrage, le barrage Renaissance, qui a un impact très important, puisque l'Éthiopie, c'est une partie aussi des sources du Nil, bien vous comprenez que pour l'Égypte, la question du Soudan, elle est cruciale. Et pour l'Égypte, le plus important, c'est que le Soudan ne s'effondre pas, soit en failed state, en état failli, ou bien que ce soit des partis antagoniques à l'Égypte qui prennent le pouvoir en fait au Soudan. Et du coup, l'Égypte est très fortement impliquée dans le conflit, en soutenant notamment le général Burhan, par un souci de maintien de stabilité. Il n'y a pas de proximité idéologique, il n'y a vraiment pas d'autre calcul que la stabilité au Soudan pour la sécurité de l'Égypte. Donc l'Égypte apporte un soutien militaire, munitions, carburant, soutien matériel réel en direction des troupes du général Burhan. L'on sait qu'il y avait également des troupes égyptiennes qui étaient déployées au Soudan, et on l'a su au moment où certains soldats égyptiens, certaines troupes égyptiennes avaient été arrêtées en fait, et fait prisonniers par la fameuse faction rebelle des RSF de Dagalo.
Et c'est à ce moment-là qu'on a su que l'Égypte était impliquée dans le conflit. Mais pour l'Égypte, vraiment cette double problématique, stabilité, sécurisation par rapport aux eaux du Nil, et puis également aussi la question de la mer Rouge, qu'elle partage aussi avec le Soudan, parce que le Soudan a une côte qui lui donne accès aussi à la mer Rouge, et pour l'Égypte, donc c'est une question éminemment sécuritaire, c'est une question de premier plan. On a également un autre État qui jouxte aussi la région, qui est l'Arabie Saoudite, qui apporte son soutien donc à la partie du général Burhan pour des raisons un peu équivalentes à celles de l'Égypte, c'est-à-dire s'assurer d'un maintien de stabilité au Soudan, pour une raison assez simple, c'est que l'Arabie Saoudite partage les côtes de la mer Rouge. Il y a un voisinage avec le Soudan au niveau de la mer Rouge et n'a pas envie de voir le Soudan rentrer dans une situation de tension et d'anarchie qui verrait se développer sur les côtes de la mer Rouge, des activités de piraterie qui auraient un impact direct sur l'Arabie Saoudite. Et puis le fait que l'Arabie Saoudite n'ait pas envie de voir des puissances qui lui sont opposées en fait gagner en influence sur le territoire soudanais, même si les relations entre l'Arabie Saoudite et le Soudan n'étaient pas forcément au beau fixe, mais l'Arabie Saoudite préfère avoir un pouvoir fort qui assure la stabilité du pays plutôt que un nouveau leadership qui ne lui serait encore moins favorable, si j'ose dire. Donc il y a ces éléments-là qui sont à prendre en considération et qui expliquent un petit peu déjà l'engagement de ces puissances. On a également la présence, et une présence qui est centrale, qui est celle des Émirats arabes unis, qui soutiennent en fait la dite rébellion des RSF, qui est le premier soutien financier, qui livre également un certain nombre de systèmes d'armes, et puis qui apporte aussi un appui diplomatique caché, officieux mais réel. Et la présence des Émirats arabes unis, qui pourrait un petit peu surprendre, parce qu'on a quand même affaire à un petit pays qui ne jouxte pas sur la mer Rouge, elle s'explique principalement par des raisons économiques. C'est le contrôle en fait des ressources aurifères présentes sur le territoire du Darfour. Il faut voir que le Darfour possède d'importantes réserves d'or, que globalement on a une production annuelle qui est estimée entre 60 et 70 tonnes d'or par an au Soudan, et dans le contexte anarchique dans lequel on se trouve, on pense qu'à travers des activités illégales en fait, d'extraction de l'or, on serait plutôt aux alentours de 150 tonnes d'or qui seraient exportées depuis le Soudan et dirigées principalement en direction de la place de Dubaï, qui est devenue aujourd'hui la place dominante sur le marché de l'or à l'échelle mondiale. Dubaï, c'est aujourd'hui une place qui compte quand même qui pèse pour près de 150 à 160 milliards de dollars annuels sur le marché de l'or, donc soit dans l'achat et la revente d'or, ou le raffinage d'une partie de l'or qui provient principalement de pays africains, pas seulement du Soudan, du Tchad, du Mali, et qui permettent d'expliquer le pourquoi ou les tenants de la nouvelle stratégie des Émiratis en Afrique. Il y a aussi des vues sur les terres rares. Le Soudan dispose de réserves d'un potentiel relativement important, les matériaux stratégiques, tout ce qui est lié à la 4e révolution industrielle. Et on a vraiment cette impression que quelque part le conflit du Soudan recoupe un petit peu les problématiques de ce que l'on retrouve dans le Kivu. Vous savez, ce conflit en RDC est particulièrement sanguinaire, on parle de millions de victimes, mais qui a vraiment un soubassement lié à des problématiques de prédation économique, mais vraiment très brutes, sans forcément un background idéologique ou autre. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu actuellement au Soudan. On a aussi d'autres acteurs, les États-Unis, la Chine, la Russie, et puis des acteurs un peu plus improbables. Alors justement, les terres rares, quels sont les acteurs qui s'y intéressent, principalement? Bon, on aura les grandes puissances, je suppose. Alors, pour ce qui concerne les terres rares, évidemment, les grandes puissances, la Chine, elle est présente. Au Soudan, elle est présente depuis longtemps. Il y avait
une sorte d'embargo contre le Soudan sur ces 20-30 dernières années, quasiment toute l'époque d'al-Bachir en réalité. Et la Chine s'était déjà implantée au Soudan. La Chine a été l'un des premiers pays à investir notamment dans l'extraction minière, dans l'industrie pétrolière également, avec les compagnies chinoises qui ont investi comment dirais-je, j'allais dire le marché soudanais, enfin le territoire soudanais du moins. La Chine a investi aussi dans un certain nombre d'infrastructures et aujourd'hui n'a pas abandonné son ambition de pouvoir accéder en fait justement aux terres rares soudanaises. Alors la Chine est dans une position qui est une position quand même relativement prudente, en ce sens où elle n'a, contrairement aux acteurs que je viens de présenter, elle n'a pas pris parti pour l'un ou l'autre des deux camps. Elle sécurise surtout les sites où elle a investi, où elle est présente, et attend de voir la suite pour se positionner. C'est vraiment une attitude qui est une attitude de relative neutralité en attendant de voir la suite. On a d'autres acteurs présents, on a les Russes qui sont présents d'une façon assez inattendue. Globalement, alors si la Russie n'a pas vraiment de parti pris, malgré tout, les Russes sont présents avec Wagner, notamment dans le Darfour. Et l'on sait que Wagner, à travers ses activités, parce que Wagner, en réalité, c'est une espèce de grand conglomérat qui ne fait pas simplement du paramilitaire, mais intervient également dans l'extraction minière, et puis dans plein d'autres activités, en fait. On a presque une firme multinationale. Et elle est présente à travers Wagner Investment, M-Investment, tel qu'on l'appelle, notamment sur le marché de l'or. On soutient partiellement des Émiratis qui, au passage, sont rentrés également dans le capital de Wagner depuis maintenant quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Donc ça permet un petit peu d'expliquer la situation, avec une interconnexion également avec la Libye. La Libye, avec aujourd'hui sur la partie est de la Libye, qui est dominée par le fameux général Haftar, qui avait apporté son soutien au RSF de Dagalo, Hemeti, en essayant de livrer des armes, et à certaines reprises même en envoyant des troupes combattre aux côtés des RSF. Et c'est en fait l'armée égyptienne qui est intervenue pour bloquer en fait cette espèce de couloir logistique qui partait de Libye vers la région du Darfour. Ensuite, on a les États-Unis, qui sont présents de diverses manières, très clairement à travers le renseignement, parce qu'il faut regarder que la naissance, l'indépendance, je ne sais pas comment on doit l'appeler, de l'État du Sud-Soudan a été fortement sponsorisée par les États-Unis, qui avaient vraiment le rhum de paille, si j'ose dire, en la figure de John Garang, qui a été le leader de l'opposition du Sud-Soudan jusqu'à son indépendance, qui a été tué dans un accident d'hélicoptère. Bon, on ne connaît pas forcément bien les tenants, les causes et les aboutissants, mais les États-Unis sont déjà assez présents dans le Sud-Soudan, ont vraiment contribué à l'indépendance du Sud-Soudan. Et dans la crise actuelle, on voit quand même Washington prendre un certain nombre de mesures pour sanctionner notamment les RSF et les intérêts économiques, notamment sur la question du segment du marché de l'or. Donc il y a quand même une prise de position qui est une prise de position pas forcément très forte, mais qui symboliquement quand même condamne les massacres qui ont lieu dans le Darfour. Après, pour pouvoir rentrer dans les détails, on a beaucoup de voix qui nous laissent dire qu'on a certains États qui servent un petit peu de proxy pour les États-Unis, mais il n'y a pas assez d'éléments en la matière, en tout cas de preuves, pour pouvoir l'exprimer directement. Donc, on est toujours dans la région du Darfour. C'est le Darfour qui contient de l'or, c'est le Darfour qui a les terres rares, principalement. Donc c'est vraiment la zone importante qu'il faut avoir. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde cherche. Alors aujourd'hui, on est dans une logique d'opposition, très clairement de guerre civile, avec une volonté de prise de contrôle par l'un des deux camps, en fait,
bien des reines du Soudan, mais à l'heure actuelle, le conflit, hein, les principales zones d'affrontement se situent surtout au Darfour, avec en plus vraiment une politique d'épuration ethnique qui est menée, c'est-à-dire que c'est un peu comme vous savez, des poupées gigognes hein, ou des poupées russes, c'est-à-dire qu'on a un conflit en fait dans le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Tu allais parler de peut-être d'autres acteurs plus cachés encore qu'on ne peut pas trop nommer. Quels seraient leurs intérêts dans ce conflit finalement? Alors il faudrait déjà commencer par les nommer. Nous t'écoutons. Ah, moi j'attends la question. Je ne parlerai pas. Là, on a vu qu'il y avait donc effectivement enfin, les grandes puissances. Donc, on sait leur soif de mettre la main sur les terres rares où qu'elles se trouvent. Qui chercherait encore quoi dans ce conflit? Bon, je vais me lancer, hein, je vais devoir prononcer les mots qu'il ne faut pas prononcer. Bon, j'espère qu'on pourra quand même couper. Donc, si on doit parler d'acteurs improbables, effectivement, on a des acteurs improbables dans ce conflit soudanais à travers Israël et l'Iran. Je veux dire, comme par hasard, pour deux pays qui sont en opposition frontale et puis qui se sont affrontés en juin dernier, bien on a effectivement la présence de ces deux pays dans le conflit, dans deux camps opposés, hein, comme on l'aura deviné, et qui sont présents en fait pour des raisons qui leur sont propres en fait chacun et qui se recoupent. Alors si on doit commencer par Israël, ce qu'il faut regarder, c'est que Israël intervient aux côtés, notamment de la partie des RSF, donc la dite rébellion janjaouide du Darfour, à travers un soutien indirect dans les efforts qui sont ceux des Émirats arabes unis dans la région, qui s'expriment surtout à travers de l'aide dans le renseignement électronique, peut-être dans des livraisons de systèmes d'armes, et puis également en apportant un petit peu un soutien dans les exportations d'or en direction d'autres marchés. Donc pourquoi Israël est présent en fait au Soudan? Israël est présent au Soudan, c'est quelque chose qui est relativement en fait ancien, c'est qu'on a une présence qui était fortement liée à l'opposition d'Israël avec l'Égypte. Donc on avait un petit peu une politique israélienne qui était celle de ceinturer un petit peu le monde arabe et notamment les pays avec qui elles étaient le plus en opposition. Et Israël avait investi notamment le Sud-Soudan et avait contribué d'une certaine façon à entretenir un petit peu ou encourager ce qui a été le processus d'indépendance du Sud-Soudan, avec en fait un regard sur notamment les intérêts qui étaient importants pour l'Égypte, et notamment le contrôle des eaux du Nil. Ça d'une part. Ensuite, il y a un autre élément, il y a une autre dimension à prendre en considération, c'est que Israël intervient également parce que le Soudan et l'Iran étaient très liés à l'époque d'al-Bashir, où les Iraniens en fait avaient investi le Soudan et avaient pu faire construire un certain nombre d'unités de production d'armement au Soudan, qui officiellement alors n'étaient soit pas censés exister ou à destination en fait des besoins de l'État soudanais, mais qui dans les faits, tout au contraire, eh bien, s'inscrivait plutôt dans la stratégie qui était celle de l'Iran, d'espèce d'axe de la résistance, où le Soudan, en fait, servait un petit peu de base arrière pour l'approvisionnement en armes par les Iraniens des alliés de l'Iran dans la région, notamment le Hezbollah, avec des canaux, hein, passant par la mer Rouge, l'Égypte, le Sinaï, la bande de Gaza aussi, en direction des groupes armés qui officiaient dans la bande de Gaza, qui ont reçu en réalité des armes qui provenaient du Soudan, possiblement aussi les Houthis du Yémen. Et donc il y a une grande rivalité entre Israël et l'Iran sur le territoire soudanais.
Israël a bombardé le Soudan en 2012 et a partiellement détruit le site militaro-industriel dit de Yarmouk au Soudan, qui était en fait une unité de production iranienne d'armement sur le sol soudanais. Et ces productions d'armement, c'était aussi bien des armes automatiques, des mortiers, des obus, également de drones, de systèmes de drones. En 2024, donc janvier 2024, on a vu également la rébellion des RSF s'attaquer à un site également industriel militaire au sud de Khartoum, qu'on appelle Djihad, G-I-A-D, je précise, alors même que les RSF auraient pu le récupérer pour eux-mêmes, pour disposer d'armes, mais vraiment ont cherché à détruire le site dans une logique qui répondait peut-être à d'autres intérêts, et c'était aussi un site qui avait été initialement lancé par les Iraniens eux-mêmes et qui avait servi en fait à approvisionner les alliés de l'Iran dans la région. Et donc c'est ce qui explique le pourquoi de la présence israélienne au Soudan, et qui explique également pourquoi l'Iran aujourd'hui apporte un soutien militaire au général Burhan et a livré récemment de nouveaux systèmes de drones iraniens de différents types pour en fait apporter une contribution militaire et s'opposer en fait au groupe rebelle des RSF. L'Europe n'est pas présente sur ce terrain? Alors, l'Europe est plutôt spectatrice sur ce terrain que réellement présente. C'est vraiment ici plutôt la prégnance des acteurs régionaux qui compte, ou d'acteurs internationaux. Je parlais tout à l'heure de la Russie. Il faut voir que, par exemple, il y a quelques années, il y avait un projet qui avait été plus ou moins acté, de construction d'une base militaire navale russe à Port-Soudan, donc qui aurait donné en fait aux Russes une présence et un accès à la mer Rouge. Dans la situation actuellement, vous comprendrez que les choses n'ont pas évolué comme le souhaitaient les Russes, et ce qui explique pourquoi leur présence. Concernant les Européens, c'est une présence qui est beaucoup plus diffuse. Le Soudan ne fait pas partie des pays dans lesquels les Européens ont particulièrement investi, tout au contraire, c'est un pays qui a été sanctionné, qui était un petit peu considéré comme un État voyou, dans lequel on n'a pas vraiment de relais européen sur le territoire soudanais. Très bien. Merci pour tous ces éclaircissements. On voit que les acteurs sont nombreux, que les intérêts sont nombreux. Merci beaucoup Hichem Lemisi pour ce deuxième volet sur la guerre au Soudan. Très bien, c'est moi qui vous remercie.